Bonjour et bienvenue dans le premier numéro de cette nouvelle émission Les sujets qui fâchent. Et pour ce premier numéro, nous avons choisi de parler du Venezuela. On vous en a sans doute déjà pas mal parlé, comment dire, dans les médias mainstream, d'une façon un petit peu brève et souvent très partiale. Alors aujourd'hui, nous recevons Maurice Lemoine, journaliste, spécialiste s'il en est du Venezuela, et nous allons essayer de parler de façon un petit peu plus approfondie du sujet. Alors, je le dis tout de suite à ceux qui nous regardent, ça ne sera pas la seule émission sur le Venezuela, donc ce qui ne sera pas dit aujourd'hui ou ce qui demandera à être précisé, repris, affiné, nous le ferons. C'est ça le charme, si j'ose dire, d'un média citoyen comme le nôtre, c'est qu'on peut parler et même reparler de ce que nous souhaitons lorsque c'est nécessaire. Peut-être que la première question que j'ai envie de vous poser est liée à ce qui s'est passé pour moi, personnellement, l'été dernier. J'ai appris une nouvelle qui m'a fait tomber de ma chaise. Ça m'arrive souvent lorsque je regarde la télévision, mais là, c'était la déclaration de Donald Trump annonçant que les États-Unis étaient prêts à avoir une option militaire contre le Venezuela. Alors j'avais entendu option militaire pour la Corée du Nord, qui balance toute une série d'objets dangereux à travers le ciel. Mais le Venezuela, en quoi est-il une menace pour les États-Unis? Et est-ce que c'est peut-être une façon d'aborder cette question du Venezuela que de se demander pourquoi ça dérange à ce point les États-Unis qu'ils soient prêts à envahir peut-être militairement le Venezuela? Précisément parce que le Venezuela est un pays qui fâche. Le Venezuela est un pays qui fâche parce que d'abord c'est le premier producteur mondial de pétrole, avant l'Arabie Saoudite en termes de réserves. Il se trouve que le pétrole du Venezuela est à 5 jours des États-Unis, le pétrole d'Arabie Saoudite ou de cette région est à 5 semaines. Donc le contrôle du Venezuela est essentiel. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu pendant une quinzaine d'années au Venezuela un président atypique qui s'appelait Hugo Chavez, qui a commis une hérésie puisque pour la première fois, il a remis le mot socialisme à l'ordre du jour en disant « Nous espérons arriver un jour à un socialisme du XXIe siècle ». Et il est évident que dans une région qui a profité d'une vague progressiste de gouvernements qui, dans quasiment l'ensemble de l'Amérique du Sud, ont été gagnés par des gauches différentes, d'ailleurs, chacune dans son contexte. Le Venezuela a été le tête de file de cette gauche, on va dire en gros post-néolibérale, si on ne sont pas socialistes, on n'est pas tombé dans le communisme ou dans le castro-communisme, mais en tout cas, le Venezuela est devenu un symbole. Et Trump, effectivement, dans cette déclaration, prépare l'opinion internationale à ce qu'il se passe un événement hors norme au Venezuela. On ne peut pas prévoir que demain, les Marines vont débarquer au Venezuela. D'ailleurs, y compris les pays opposés au Venezuela en Amérique latine ne sont pas favorables à cette option. Mais en revanche, ce qu'on peut dire, et ce qu'il faut dire, et là on tombe sur le traitement médiatique habituel du Venezuela, c'est qu'il y a actuellement en cours une opération de déstabilisation du Venezuela. Avant de venir précisément au Venezuela, j'aimerais quand même qu'on situe les choses en Amérique latine. Est-ce que je me trompe en disant qu'il y a quand même aujourd'hui un retour en force du conservatisme, disons, en Amérique latine? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le Venezuela se trouve pris dans toute une série de pays où la droite a l'air quand même plutôt en forme en Amérique latine? Alors effectivement, contrairement à ce qui s'est passé pendant les années, disons fin des années 90 jusqu'à 2015, où on a eu une vague rose-rouge, on va dire, pour résumer, on voit en ce moment une offensive considérable des secteurs conservateurs. Donc ce qu'on appelle traditionnellement la droite. Mais je fais très attention avec le terme de droite parce que lorsque je parle de la droite vénézuélienne, je ne parle pas de la droite française. La droite française n'est pas putschiste. Une partie de la droite vénézuélienne, elle encore, il faut être prudent, toute la droite vénézuélienne n'est pas putschiste, mais une partie est putschiste. En ce moment, on a effectivement, alors on a parlé beaucoup d'une fin de cycle. Je ne dirais pas qu'il y a une fin de cycle. Il y a 2 pays où la droite a regagné le pouvoir démocratiquement et où, d'une certaine manière, il n'y a rien à dire. Ça fait plaisir, ça ne fait pas plaisir, mais c'est l'Argentine et le Chili. Le président Piñera, récemment, le président Macri en Argentine. En revanche, dans tous les autres pays où on a eu un retour de la droite, ça se passe dans des conditions non démocratiques. Je ne veux pas revenir jusqu'à 2009, le renversement de Manuel Zelaya au Honduras. Mais on a ensuite 2012, le renversement de Fernando Lugo au Paraguay. On a 2016, ce qu'on peut appeler un renversement de Dilma Rousseff au Brésil. C'est un coup d'État institutionnel. Je veux dire, les raisons qui ont été évoquées pour son renversement ne tiennent pas debout face à un juriste normalement constitué. Et c'est un scandale ahurissant. Il vient d'avoir des élections en novembre au Honduras, dans lequel la mission d'observateurs de l'Union européenne et de l'Organisation des États américains ont constaté qu'il y avait une fraude.
Le président vient d'être installé à sa place dimanche dernier, avec un message de félicitations de l'Union européenne, avec l'assentiment des États-Unis. Donc, en réalité... Sur le Honduras, pour ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, le président, on va dire de droite, conservateur, bon, peu importe les termes, qui n'a pas vraiment été élu, et de fait président, mais ce qui est intéressant, c'est que son opposant, c'était pas un ultra-révolutionnaire. C'était un centriste. Et même ça, c'était trop, donc, même ça, c'était trop. Pour les conservateurs du coin. Ça pose un vrai problème démocratique, hein, ça pose un vrai problème, et on peut quand même s'étonner, je vais parler de l'Union européenne, que la mission d'observation de l'Union européenne dise on ne peut pas déclarer de vainqueur, que l'OEA, qui traditionnellement suit Washington, dise on ne peut pas déclarer de vainqueur, et que néanmoins, ça passe comme une lettre à la poste. Parce que, pour en revenir au Venezuela, a été constitué un bloc qu'on appelle le groupe de Lima, de pays conservateurs d'Amérique latine, qui sont utilisés par les États-Unis contre le Venezuela. De manière, là aussi, à donner le sentiment que l'ensemble du continent sud-américain ou latino-américain, si on rajoute l'Amérique centrale, s'inquiète d'une dérive autoritaire au Venezuela, qui en réalité n'existe pas, où il y a une crise très sérieuse, dans lequel le chavisme, ce qu'on appelle le chavisme, a sa responsabilité, mais dans lequel, et j'y reviens, la déstabilisation est évidemment le facteur principal. Alors, on va parler précisément du Venezuela. Donc, on est d'accord pour dire qu'en Amérique latine, il y a plutôt un retour en force de la droite, que le Venezuela fait exception dans ce panorama-là, que, évidemment, la droite peut être parfaitement démocratique, comme c'est le cas en Argentine ou au Chili, et que, dans un certain nombre d'autres lieux, elle est absolument antidémocratique, putschiste. Je ne veux pas exagérer la vision peut-être anti-américaine que spontanément, d'ailleurs, j'ai tendance à avoir à propos de l'Amérique latine, parce que j'appartiens à une génération où je me souviens de l'assassinat d'Allende, où je me souviens quand même que les Américains, la CIA, ont fomenté un nombre de coups d'État, d'assassinats et de crimes innombrables. Bon, je ne veux pas donc être trop accroché à cette vision, même si je l'ai toujours. Est-ce que dans les différents pays, on parlait par exemple du Honduras, où un président de droite non élu va présider, est-ce que vous diriez que les États-Unis, en sous-main, comme ils ont l'habitude de le faire, sont derrière un certain nombre de ces mauvaises actions, ou est-ce que c'est too much de le dire? Non, alors ça, c'est intéressant la question, la manière dont vous la formulez, parce que on est souvent accusé de véhiculer le complotisme, c'est de la CIA. Vous savez qu'il y a une blague qui dit que les latino-américains sont un peu parano, hein, qui se racontent une histoire, tu sais que c'est pas Caïn qui a tué Abel, c'est un coup de la CIA. Bon. Néanmoins, vous m'avez tendu la perche, la semaine dernière, je dis bien la semaine dernière, le patron de la CIA, Mike Pompeo, participe à un forum sur un think tank américain qui s'appelle American Enterprise Institute. Et il dit publiquement, le président Donald Trump nous a demandé que nous nous concertions pour voir quelles mesures nous allons prendre contre le Venezuela, les sanctions. Et pas plus tard que la semaine dernière encore, vous savez que Rex Tillerson, le secrétaire d'État américain, va faire une tournée en Amérique latine. Et dans une vidéoconférence avec des journalistes, le haut fonctionnaire du département d'État dit très clairement « La politique que nous avons mise en œuvre au Venezuela est en train de fonctionner, le pays est au bord de l'effondrement ». Il y a un travail de préparation psychologique, et là, pour le coup, le traitement médiatique est extrêmement important. J'ai pris un exemple, hein, on pourrait en prendre 10 000. Je cherche la caméra, c'est le quotidien Le Monde. Hein. Là, on n'est plus dans de l'information. Hein. L'Europe doit isoler Nicolas Maduro. Il faudrait demander au décodex du Monde, on est dans la propagande, là. Je ne veux pas faire du teasing et retarder le moment où on va parler de la situation actuelle, mais je voudrais quand même dire un mot sur Chavez. Parce que je suis peut-être naïf, et j'accepte ma naïveté, mais quand j'ai un peu suivi ce que faisait Chavez, donc qui est mort il y a quelques années, et Maduro lui a succédé, quand j'ai vu arriver Chavez, quand j'ai un peu compris ce qu'il faisait, je dois dire que j'ai trouvé ça formidable. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être ce que l'on peut retenir, je dirais, de plus positif dans l'expérience de la révolution bolivarienne, puisque c'est comme ça qu'elle s'est appelée? Alors là, évidemment, on est piégé par le format de l'émission. Il faudrait pouvoir développer. Hein, c'est l'avantage de la presse écrite ou des bouquins sur la télévision. En 1996, vous avez 60% de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Lorsque Chavez arrive au pouvoir en 99, enfin il démarre en début 99, on arrive en fin de mandat, 2013, 19,6%. Dans les 4 dernières années, donc y compris après la mort de Chavez, il y a eu 1 600 000 logements sociaux attribués au Venezuela. C'est pas rien.
Par ailleurs, il a prôné, alors c'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à faire, une démocratie participative et protagonique. Alors protagonique, c'est un mot absolument horrible, hein, mais c'est-à-dire avec une prise en compte de la population, qu'elle prenne d'elle-même son destin en main. Par exemple, vous avez si vous connaissez le Venezuela, vous avez ce qu'on appelle les barrios, hein, qui sont des quartiers périphériques, des bidonvilles qu'on appellerait. C'est là que des paysans sont arrivés pendant des années, et puis ils se sont installés, et puis ils étaient toujours sous la coupe d'une expulsion. Et donc Chavez a décidé qu'on allait donner des titres de propriété. Mais, et alors voilà, c'est là la différence entre le populiste, comme on le présente, et la politique telle qu'il l'a menée. Il a demandé aux habitants du quartier de s'organiser. On leur a fait venir une équipe de techniciens qui leur a appris à cadastrer le quartier. Donc vous aviez beaucoup de femmes, d'ailleurs, qui étaient impliquées dans ce processus, qui ont cadastré le quartier, et c'est seulement lorsque le quartier a été cadastré qu'ils ont reçu des titres de propriété. C'est-à-dire qu'il y a eu une implication entre une politique venue d'en haut et en même temps une organisation horizontale. Si vous avez encore un noyau dur du chavisme, qui représente environ 30% de la population, hein, ce qu'on appelle le noyau dur, c'est précisément parce que Chavez avait su à l'époque, avec Maduro dans son gouvernement, impliquer la population dans un projet collectif. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on a souvent dit, c'était pas Chavez tout seul. C'était pas le roi Chavez sur son baril de pétrole. Il y a eu un phénomène. Il a fait prendre conscience à une classe sociale qu'elle existait. Des phénomènes qu'on pourrait développer chez nous, hein, des gens qui avaient été laissés pour compte, qui avaient été abandonnés, qui d'un seul coup se sont retrouvés un dirigeant, un leader. Donc il y a eu effectivement ce leader charismatique. Mais en même temps, je déteste cette expression maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais en même temps, une tentative réussie de réunir alors je ne vais pas dire le peuple, parce que l'opposition, ça fait aussi partie du peuple, hein, mais une partie de ce peuple qui avait été abandonné, de le remobiliser. Ça veut dire que tous les problèmes n'ont pas été résolus. Ça veut dire que Chavez a fait des erreurs. Là encore, effectivement, on pourrait approfondir les erreurs, ou même y compris son mode de gouvernement, qui peut poser problème à un certain nombre d'entre nous qui sommes habitués à des pays policés. Il y a un élément qui joue en défaveur de Chavez dès le départ, et qui ne sera pas regagné complètement, c'est que Chavez est un ancien militaire. Et pour nos générations, évidemment, un ancien militaire en Amérique latine, c'est Pinochet au Chili, c'est Videla en Argentine, c'est Stroessner au Paraguay. On a oublié à l'époque qu'il y a eu des militaires progressistes en Amérique latine. Hein. Velasco Alvarado au Pérou, Omar Torrijos qui arrache le canal de Panama aux Américains. Donc ce n'est pas un phénomène nouveau. Je vais très très vite sur l'une des raisons de la haine de Chavez, en particulier au sein d'une partie de la gauche française. Et je parle de l'ex-gauche de gouvernement. Si vous voyez à qui je veux dire. En 89 au Venezuela, il y a un ajustement structurel du FMI. Il y a une révolte populaire qui est réprimée d'une manière féroce, qui fait 3000 morts, environ 3000 morts. Le président en exercice est un président social-démocrate. Il s'appelle Carlos Andrés Pérez. Ce massacre qu'on appelle le Caracazo décide le jeune militaire Chavez à tenter un coup d'État qu'il va faire en 92 contre un président social-démocrate, vice-président de l'Internationale socialiste, qui finance les campagnes électorales de Felipe González. C'est-à-dire que l'ennemi de Chavez, c'est l'habit de tous les socialistes européens, et ça explique pourquoi ce qu'on a appelé la gauche pendant longtemps n'a jamais adhéré à Chavez. C'est simplement une histoire d'amitié entre les socialistes européens et Carlos Andrés Pérez, qui par ailleurs a été destitué pour corruption ensuite. Donc arrivons justement au Venezuela d'aujourd'hui, peut-être, parce que tout le monde ne le sait pas, j'ai l'impression, on peut peut-être rappeler que Maduro n'est pas venu au pouvoir par un coup d'État. Non, il arrive au pouvoir démocratiquement, il est mal élu. Il est élu avec 53% des voix, ce qui n'est pas terrible. Mais si on prenait les chiffres, amusez-vous, ceux qui nous regardent, allez sur Google, regardez les taux d'élection de François Mitterrand ou de Giscard d'Estaing, c'est pareil. Hein. Bon. Donc il arrive démocratiquement au pouvoir, sauf que voilà, c'est là le problème. C'est là le problème. Lors de la dernière élection présidentielle, au cours de laquelle Chavez est élu, hein, on est donc en 2012, qu'il gagne donc après 14 ans de pouvoir, avec 55% des voix et 81% de participation. Donc il bat Enrique Capriles, le candidat de la droite. Chavez meurt. Et à ce moment-là, Capriles dit, contre Chavez, on ne pouvait rien faire. C'était le casus clair de la politique. Mais Maduro, c'est pas de Chavez. Et lui, on va se le faire. Excusez-moi, je parle trivialement, lui, on va se le faire. C'est-à-dire que Maduro n'a jamais été accepté. Et que du jour où il est arrivé au pouvoir, il n'a pas eu une seconde de repos. Il a dû faire face à une opposition qui a pratiqué une offensive tout azimut. Sous la pression de l'offensive économique, du sabotage économique, sur lequel on reviendra peut-être, le chavisme perd l'élection législative de décembre 2015. Il la perd. Il reconnaît sa défaite. Il reconnaît sa défaite. Et on a perdu.
Et là se produit un phénomène qui est un phénomène extrêmement important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Le nouveau président de l'Assemblée nationale fait prêter serment à 3 députés qui ne sont pas élus parce qu'il y a eu fraude. Et pour défier le pouvoir, il dit maintenant c'est nous qui avons la majorité, nous leur faisons prêter serment. Et de ce jour, l'Assemblée nationale se met, en espagnol on dit en desacato, c'est l'outrage. C'est-à-dire qu'elle ne respecte pas les lois de la République. Et au même moment où il y a ce défi à Maduro, en disant de toute façon on ne reconnaît plus les pouvoirs de l'État, le président de l'Assemblée nationale annonce « nous nous donnons 6 mois pour renverser Maduro ». Il le dit publiquement. C'est ça qu'il faut effectivement rappeler, parce que même moi, quand vous le dites, j'oublie. C'est-à-dire que quand la droite gagne des élections au Venezuela, elle considère que c'est démocratique. Et quand elle les perd, elle considère que c'est l'autre côté qui n'est pas démocratique. Donc, il faut bien comprendre qu'effectivement, on a un président élu qui se trouve dans une position que nous connaissons en France, avec une majorité de droite élue, effectivement, personne ne conteste l'élection de cette majorité de droite, et à peine cette majorité de droite est-elle élue que, si j'ose dire, Chirac et Balladur disent à Mitterrand nous allons vous renverser dans les mois qui viennent. C'est exactement ce qui s'est passé là-bas. Exactement ce qui s'est passé. Et donc, effectivement, vous raidissez le président et son entourage. Hein. Et là, on rentre dans un conflit ouvert qui explique que derrière, le dialogue va être extrêmement difficile. Mais ça, je suis désolé de vous poser cette question. Le fait qu'ils aient annoncé, parce qu'ils avaient gagné les élections, on va dire, législatives, ils l'ont dit publiquement qu'ils voulaient renverser Maduro, qui lui était tout aussi démocratiquement élu comme président. Ils l'ont dit publiquement. Là encore, je reviens là-dessus, je ne suis pas en train de vous sortir des trucs qu'on aurait été chercher au fond d'un cabinet ministériel qui leur ait dit ça. Non, ça a été dit publiquement à la tribune de l'Assemblée nationale. Nous nous donnons 6 mois pour sortir Maduro. Bon. Donc effectivement, c'est compliqué. Alors le problème, c'est qu'en 6 mois, Maduro est toujours là. Et donc on va passer à la violence insurrectionnelle. Là, il y aura une première phase de violence insurrectionnelle en 2014, qui va faire 43 morts et plus de 800 blessés. Et puis il y a la deuxième phase insurrectionnelle qui a eu lieu entre avril 2017 et juillet 2017. J'ai assisté aux manifestations, j'y suis allé, j'ai fait des photos, on peut les consulter, dans lequel ce qui s'est passé au Venezuela a été présenté comme la répression du pouvoir fait 125 morts au Venezuela. C'est faux. La vague de violence fait 125 morts. Vous avez, d'une manière certaine, ce qu'on appelle des bavures chez nous. Ça, c'est sûr. Il y a 39 fonctionnaires de police qui sont emprisonnés ou recherchés pour bavure. Mais vous avez 500 membres des forces de l'ordre blessés. Sur les 500, il y en a 50 qui sont blessés par balle. Il y a eu 10 militaires, 10 policiers ou gardes nationaux tués par balle. Vous avez 4 personnes qui se sont fait tuer avec leurs propres explosifs. Moi, j'ai vu en étant dans les manifestations, un manifestant se faire conspuer par ses amis parce qu'il avait un mortier artisanal et qu'il s'est démerdé tellement bien qu'il a failli tuer ses amis. Bon, ça, je l'ai vu. Donc, en réalité, je dirais, c'est idiot ce que je veux dire, mais c'est du 50-50. Au bout de 2 heures de manifestation pacifique, vous avez des groupes violents, et quand je dis des groupes violents, c'est des gens qui ont des casques, qui ont des masques à gaz, qui ont des armes, soit artisanales, létales, qui prennent les devants et qui vont affronter les forces de l'ordre. Et non pas, comme ça a été raconté dans Le Monde, la manifestation se déroule pacifiquement, les forces de l'ordre interviennent, et les jeunes se mettent au milieu pour la protéger. Non, c'est pas ça du tout. Donc, il y a une volonté délibérée d'affronter les forces de l'ordre, parce qu'il faut des morts. Je suis désolé, je le dis brutalement, il faut des morts. Il faut mettre en scène une dictature. J'ai vu et photographié, les photos peuvent être consultées sur le site de Mémoire des luttes, medelu.org, parce que moi je fais de la pub. J'ai vu les manifestants attaquer une base militaire. On n'est pas dans la manifestation pacifique qui va de la Bastille à la République. On est dans une situation que vous décrivez comme insurrectionnelle. De mon point de vue, ça ne justifie pas automatiquement toutes les violences du côté du pouvoir, mais c'est un autre débat de savoir si le pouvoir pouvait être aussi violent. Bon, ça c'est une chose. En tout cas, ce qui me semble intéressant, c'est qu'on a effectivement une opposition qui veut renverser de façon non démocratique le président élu. Il y a un autre aspect de la déstabilisation sur lequel je voudrais vous interroger. C'est la déstabilisation économique. C'est-à-dire que récemment encore, j'étais dans une émission et on me montre l'article de Paris Match sur la famine au Venezuela, sur de malheureuses personnes qui se trouvent réduites à une misère absolument terrible. Donc, ce que je veux comprendre, c'est que dans ce pays, il y a du pétrole. Et donc, il y a des rentrées d'argent, c'est clair, qui viennent du pétrole. Ce pétrole, on est d'accord, il est, je vais dire, sous contrôle de l'État. Oui, tout à fait. Il y a aussi, je suppose, toute une série d'autres richesses qui, elles, doivent être, si j'ai bien compris, importées. C'est-à-dire les biens de consommation, les biens sont importés. Historiquement. Ils sont importés par qui? Par l'État ou par le secteur privé?
Là, vous touchez un point sensible. Il va falloir faire une émission de 2 heures, hein, je suis désolé. L'État vénézuélien rentre dans le pays à travers le pétrole 95% des devises du pays. Le secteur privé vénézuélien n'est pas un secteur privé dans la mesure où il ne participe que pour 1% des rentrées de devises dans le pays. Il vit du pétrole, le secteur privé. Il vit en captant les recettes du pétrole. Traditionnellement, avant même l'arrivée au pouvoir de Chavez, on vous disait, c'était vrai, le Venezuela importe 80% de son alimentation. Pour importer de l'alimentation, le secteur privé échange ses bolivars, qui est la monnaie nationale, contre des dollars au gouvernement, et avec ces dollars, importe et puis met en circulation. On a un phénomène nouveau. Le secteur privé continue à demander des dollars au pouvoir vénézuélien. Alors le nombre des dollars, d'ailleurs les dollars a diminué du fait de la chute des prix du pétrole. Il faut le dire, c'est plus compliqué aujourd'hui qu'à l'époque de Chavez où il y avait beaucoup d'argent. Pour les biens de première nécessité, l'État vénézuélien donne au secteur privé des dollars à un tarif préférentiel pour pouvoir avoir des produits subventionnés, on va dire. Bon. Ce qui se passe depuis l'arrivée au pouvoir de Maduro, c'est que lorsque ces produits sont importés, vous allez au supermarché, vous allez dans votre supérette et il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on vous refait le coup qu'on a fait au Chili, souvenez-vous, le Chili. Vous avez dû voir passer, il n'y a plus de papier toilette au Venezuela. Cherchez dans vos archives, il n'y avait plus de papier toilette au Chili. Parce que symboliquement, c'est énorme. Ça touche tout le monde. Bon. Et ces produits qui ne sont plus dans les lieux de vente normaux, vous allez les retrouver au marché de Bar sur le trottoir. Alors, que je comprenne bien, ces produits, on va dire de première nécessité, ce n'est pas l'État qui les importe. C'est le secteur privé. C'est le secteur privé qui, donc, lui, est, on va le dire comme ça, anti-Maduro. Et qui ne les distribue plus. Et voilà. Mais ce qui est formidable, c'est que quand il n'y a plus de papier toilette, on dit c'est la faute du gouvernement. Ce que vous dites, c'est que ce papier toilette devrait être dans les magasins si le secteur privé, qui a l'argent pour les acheter, le mettait. Donc, est-ce que vous dites clairement que c'est le secteur privé qui se débrouille pour que les magasins soient vides? Oui. Ah oui, non, mais il y a des... Alors, c'est contesté, ce que je suis en train de vous dire. Oui. On n'est pas tous d'accord là-dessus. Bon. C'est contesté. Mais parce que, de deux choses l'une, où il n'y a plus rien. Et il n'y a plus rien. Mais tous ces produits dont je vous parle, produits de première nécessité, ceux qui rendent la vie agréable. Alors, la bouffe, déjà, la nourriture, c'est essentiel, mais aussi la crème à raser, le parfum, etc. Vous les trouvez, mais vous les trouvez au marché noir 10 fois plus cher. C'est-à-dire que vous avez un double phénomène qui touche tous les Vénézuéliens, aussi bien d'ailleurs les opposants de classe moyenne, gens honnêtes, respectables, que les chavistes. Vous passez 2 heures par jour, 3 heures par jour pour trouver du riz, des pâtes, du shampoing, et vous le payez 10 fois plus cher. Donc ça vous pourrit la vie. Donc vous en avez marre de Maduro, parce qu'il ne réussit pas à résoudre le problème, et en plus ça vous coûte une fortune, et il arrive un moment où vous ne pouvez plus, vous êtes pris à la gorge quand vous êtes parmi les plus pauvres. Ce que vous dites, puisque vous évoquez le Chili et le coup d'État militaire antidémocratique de Pinochet, ce que vous dites, c'est que pour arriver à ça, d'une façon ou d'une autre, on fait en sorte, vous considérez, je ne dis pas que c'est le point de vue de tout le monde, mais moi ça m'intéresse d'avoir votre point de vue, vous considérez qu'on a géré politiquement la pénurie et que donc les ennemis du régime actuel font ça. Il y a une vraie souffrance des Vénézuéliens, il y a des vraies pénuries, il y a une vraie crise. C'est pas bon. Et le gouvernement a une partie de responsabilité parce qu'il y a aussi une corruption qui pour une partie est privée, qui pour une partie est liée à des membres du gouvernement, des fonctionnaires du gouvernement. Je ne suis pas en train de vous dresser un monde idéal où Maduro serait Saint Maduro et les autres, mais en réalité il y a une déstabilisation du Venezuela. Elle est évidente. Il y a des études qui ont été faites. Vous voyez, j'ai plein de fiches, mais je ne vais pas les utiliser. Je sais que c'est interdit à la télé. Il y a plein de chiffres. Je vous en donne un quand même. Je ne peux pas m'empêcher. Il n'y a plus de médicaments, c'est vrai. C'est vrai. Avec les fameux dollars à taux préférentiel, en 2004, le secteur privé a reçu 608 millions de dollars. 608 millions de dollars pour importer les médicaments. On est en 2004, il y a des médicaments partout, il n'y a pas de problème. Bon. 2014, 10 ans plus tard, le secteur privé reçoit 2 milliards 400 millions, c'est-à-dire 4 fois plus. Il n'y a plus de médicaments nulle part. Il y a un problème quand même. Et par ailleurs, si on parle des produits de première nécessité, quand vous regardez les résultats financiers des 4 grosses entreprises qui importent les produits de première nécessité, il y a Procter & Gamble, il y a... je ne vais pas vous les citer, c'est pas grave. Aucune n'annonce de perte au Venezuela. Aucune n'annonce une baisse des ventes. C'est-à-dire qu'il y a, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a une destruction des réseaux de distribution. Après, si le Venezuela n'était pas attaqué d'une manière aussi brutale, aussi ridicule par les médias, on pourrait se pencher plus longuement sur les erreurs du gouvernement, sur les fautes du gouvernement, sur ce que fait Maduro, qui pourrait faire autrement. Mais l'offensive est telle que, moi y compris en tant que journaliste qui a suivi l'Amérique latine depuis plus de 40 ans, je pense qu'à un moment, il faut au moins un avocat de la défense.
Après, là encore, je vous dis, je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais ce que je vous raconte, vous pouvez le vérifier, quoi. Maduro va bientôt être confronté à de nouvelles élections, les présidentielles. Bon. Est-ce que vous pensez que ces futures élections se présentent, on va le dire comme ça, de façon démocratique? Puisque c'était un vrai débat où, à travers des informations qui sont révélées d'ailleurs inexactes, on a dit « attention, ça y est, ça recommence ». Je ne sais pas d'où ça recommence, puisque apparemment les dernières élections, sauf erreur de ma part, ont été gagnées par la droite. Ça recommence, on va essayer d'empêcher l'opposition de se présenter comme elle le souhaite. Donc est-ce que les prochaines élections au Venezuela seront démocratiques? Alors, il faut revenir un tout petit peu en arrière. On est resté aux élections législatives gagnées par la droite. Bon. Phase insurrectionnelle, ça ne marche pas, Maduro est toujours là. Dialogue en République dominicaine. Et lorsque s'installe l'Assemblée nationale constituante, et comme par hasard d'ailleurs, les manifestations s'arrêtent d'un seul coup. C'est-à-dire qu'on peut contester tout ce qu'on veut de l'Assemblée constituante, mais au moins elle a eu un avantage, c'est qu'il n'y a plus de morts. Bon, d'un point de vue humaniste, ce n'est pas une mauvaise chose. Et à partir de là, l'Assemblée constituante organise 2 élections déjà. Il y a eu une élection régionale, en juillet 2017, qui est gagnée par le chavisme. Alors tout le monde se dit, mais c'est pas possible. Le pays est à feu à sang et il gagne. Pourquoi est-ce qu'il gagne? C'est parce que c'est la droite qui s'effondre. Parce que la droite est divisée entre un secteur aventuriste qui l'a emmené dans une catastrophe, les 125 morts. On a dit aux gens, vous sortez dans la rue, on va renverser Maduro. Et puis au bout de 4 mois, 5 mois, il y a des morts, le pays est détruit et Maduro est toujours là. Et d'un seul coup, les dirigeants de l'opposition disent, bon, alors maintenant on va aller aux élections. Alors qu'ils passent leur temps à dire à leurs partisans, on ne peut pas se fier au Conseil national électoral. Et donc, les électeurs de la droite ne comprennent plus rien. Et lors de l'élection régionale, la droite perd 3 millions de voix. Si les chavismes gagnent, ce n'est pas tellement parce qu'ils ont repris de l'ampleur, c'est parce que la droite s'effondre du fait de la politique aventuriste des dirigeants. Les dirigeants, voyant ce qui se passe, disent, bon, puisque c'est ça, il y a eu fraude, on ne se présente pas au municipal, qu'on a eu lieu en décembre dernier. Bon. Alors, il y a une partie de l'opposition qui y va quand même. Évidemment, l'objectif, c'est de se dire, en prévision des présidentielles, on ne peut pas se permettre de perdre 2 élections de suite, parce que alors là, ça va être... Bon. Donc, les élections municipales sont gagnées par les chavistes. Bon. Et arrive la présidentielle. Et la présidentielle... La présidentielle, resituée dans le temps, elle sera en... On imagine que normalement, l'Assemblée constituante a annoncé qu'elle serait dans le premier quadrimestre, donc janvier, février, mars, avril, avant le 30 avril. Bon. C'est en train de se négocier en ce moment en République dominicaine d'ailleurs, donc peut-être que d'ici la diffusion de cette émission, il y a eu quelques modifications. Et alors le problème pour les États-Unis, ou pour l'opposition radicale, qui est extrêmement virulente, c'est que contrairement à tout ce qu'on pourrait penser, Maduro peut les gagner. Et Maduro peut les gagner malgré la situation désastreuse, terrible, difficile, parce que la droite est complètement divisée. Là-dessus se greffe ce à quoi vous faites allusion. On nous annonce, Maduro empêche l'opposition de se présenter. Alors, c'est là que moi je suis en colère après mes confrères, le sujet qui fâche. Je suis en colère après mes confrères, parce qu'il faut examiner les faits. Maduro n'empêche pas l'opposition de se présenter. Il y a des lois électorales au Venezuela. Comme chez nous, pour se présenter à la présidentielle, il faut recueillir je ne sais pas combien de voix, des millions de voix. C'est souvent un problème. Bon. Au Venezuela, un parti politique qui n'a pas participé à une élection doit se revalider devant le Conseil électoral en récupérant, je ne sais pas combien, très peu d'ailleurs, de voix. Bon. Or, je viens de vous le dire, une partie de l'opposition ne s'est pas présentée. Donc ils doivent effectuer une démarche pour se revalider. Et un certain nombre d'entre eux ne l'ont pas fait. Donc ils sont théoriquement, jusqu'à présent, exclus de la prochaine présidentielle, mais en fonction de la loi, pas en fonction d'un acte arbitraire du pouvoir. Et comme la table d'unité démocratique est une coalition de partis, elle ne peut se présenter que si tous les partis qui la concernent ont respecté la loi et se sont réinscrits dans le Conseil national électoral. Comme on approche de la fin de cette émission, est-ce que je peux vous interroger sur la position française? J'ai entendu, comme vous, le président Macron, qu'est-ce qu'on va dire, insulter Maduro, en tout cas le traiter de dictateur, et finalement faire ce qui est très rare dans les relations diplomatiques entre des pays. On ne va pas se mettre à dresser la liste de tous ceux qu'on pourrait qualifier de dictateurs à travers le monde et avec lesquels la France a l'air de parfaitement bien s'entendre. Je dois dire que j'ai été surpris de voir le président Macron aller aussi loin dans la violence verbale, en tout cas à l'égard de ce pays.
Comment est-ce que vous comprenez la position française? Est-ce que c'est un risque pour la diplomatie française? Est-ce qu'avec le Venezuela, on peut tout se permettre? Pourquoi Macron, qui est si prudent par rapport à d'autres personnages peu recommandables sur la planète, pourquoi, avec Maduro, a-t-il pris ce type de position? L'ensemble des médias ont annoncé que Maduro empêchait l'opposition de se présenter. Bon, Macron, c'est un type qui est informé aussi en lisant Le Monde ou Libération. Hein. Je pense qu'il doit jeter un œil de temps en temps, ou qu'il doit écouter... bon. Et donc, très objectivement, si vous me dites Maduro empêche l'opposition de se présenter, effectivement, on n'est plus dans un régime démocratique. Et comme, malheureusement, moi, je ne suis pas un oiseau rare quand même, mais personne ne prend la peine d'expliquer ce que c'est que la loi électorale vénézuélienne, et qu'en réalité, c'est la droite qui se met elle-même dans la difficulté, et que Maduro ne va pas lui faire de cadeau, hein, compte tenu du contexte. On peut considérer que Macron se trompe. Après, on peut considérer qu'il est retors, et que on ne veut pas fâcher l'Union européenne. Et puis, comme on s'est un peu fâché avec Trump sur le climat, l'accord de Paris, on lui file en échange le Venezuela, parce que c'est intéressant de revenir au cas de Obama, quand il signe un décret faisant du Venezuela une menace exceptionnelle, extraordinaire pour les États-Unis. L'analyse qu'on en a faite, encore qui est juste ou qui n'est pas juste, c'est qu'en fait, ça a été pour calmer un peu les républicains, les exciter aux États-Unis en disant, écoutez, je normalise les relations avec Cuba, mais vous voyez, je fais passer un décret sur le Venezuela. Et je pense que Macron, c'est un peu la même chose. Souvenez-vous, le coup d'État en Haïti contre Jean-Bertrand Aristide en 2004. La France a participé directement avec les États-Unis au renversement d'un président qui n'était pas parfait, mais qui ne méritait pas qu'on le renverse. C'était là aussi une réconciliation. C'est-à-dire que 3 ans auparavant, Dominique de Villepin, à l'Assemblée générale des Nations Unies, avait dit non à la guerre en Irak. Et puis il fallait se réconcilier avec Washington, et donc on a filé Haïti. Dernière question. À l'époque de Chavez, je vois bien l'exemple qu'il pouvait représenter pour l'Amérique latine, mais je dirais aussi pour le monde entier. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, n'a jamais caché le fait qu'il considérait qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre pour lui, pour ceux qui étaient à gauche en France, de l'expérience chaviste. Est-ce que vous considérez qu'il y a quelque chose de l'expérience de Maduro qui peut inspirer à travers le monde, et pas seulement en Amérique latine, les progressistes? Non, je veux dire, dans un tel contexte, vous ne pouvez pas mettre en œuvre des mesures progressistes qui pourraient inspirer un pays étranger. Hein. Bon, déjà, la révolution, ça ne s'exporte pas, mais encore moins en ce moment. Le Venezuela, c'est un symbole. C'est la raison pour laquelle les États-Unis veulent le faire tomber. C'est le symbole, on va appeler ça du post-néolibéralisme. Hein. Ce n'est pas le socialisme, ce n'est pas le communisme, ce n'est pas le castro-chavisme, c'est le post-néolibéralisme. Il est évident que pour les secteurs populaires dans l'ensemble des pays d'Amérique latine, la chute de Maduro serait considérée comme un cataclysme. Je veux dire, l'opposition vénézuélienne et les États-Unis pourraient très bien attendre d'une manière démocratique qu'au bout de 15 ans de pouvoir, il y ait une usure et qu'on gagne démocratiquement. Mais il faut le faire tomber d'une manière violente. Il faut pouvoir dire, les Vénézuéliens se sont soulevés, c'est ce qui s'est passé, hein, c'était le projet en avril-juillet. Les Vénézuéliens se sont soulevés contre Maduro et il est tombé. C'est les révolutions de couleur, les révolutions de velours, il faut la même chose au Venezuela. Là, il y a une pression énorme sur les représentants de l'opposition qui, en ce moment, en République dominicaine, sont en train de négocier avec le gouvernement. À l'heure où nous parlons... C'est intéressant, c'est-à-dire que ce que vous dites, c'est qu'il ne suffit pas, finalement, que la droite revienne au pouvoir démocratiquement. Il faut que Maduro tombe, si j'ose dire, dans le sang et la poussière. Pourquoi est-ce qu'on tente d'assassiner moralement Lula au Brésil? On vient de le condamner à 12 ans de prison pour une histoire, aurait dit notre ex-président, abracadabrantesque. C'est parce que Lula aussi, dans son pays, est un symbole. Hein, Lula, c'est l'ancien sidérurgiste, l'ancien métallo qui est devenu président et qui a sorti 35 millions de Brésiliens de la pauvreté. En plus, c'était pas un révolutionnaire, Lula. Lui aussi, il faut le faire tomber. Lui aussi, c'est un symbole au Brésil. Hein. Donc là, ce qu'on essaie de toucher, c'est la gauche, c'est en son cœur. C'est en son cœur. Il faut casser l'espoir. Il faut casser l'espérance. C'est bon, voilà. C'est pas nouveau. Le Chili, c'était pareil. Le Chili, pourquoi est-ce qu'il fallait faire tomber le Chili? C'est parce qu'on était à un moment où ça risquait d'être contagieux en Amérique latine, mais où ça risquait d'être contagieux en Europe. Souvenez-vous, 73, c'était avant l'union de la gauche. Il y avait des prémices, il y avait des printemps en Europe. Donc il fallait casser l'expérience. Là, ça m'éclaire vraiment un point que je n'arrivais pas à comprendre, c'est que
finalement, je me disais, mais il suffit d'attendre que Maduro tombe tout seul, si j'ose dire, ou que la démocratie fasse son effet, puisqu'il rate à ce point son coup, nous explique-t-on partout. Mais non, effectivement, comme vous l'expliquez, c'est un symbole, et du coup, il y a quelque chose d'un véritable enjeu à le faire tomber de façon violente. Donc il y a une pression énorme des secteurs extrémistes pour que l'opposition ne participe pas à la prochaine présidentielle. C'est ça l'enjeu en ce moment. C'est est-ce que l'opposition participe ou ne participe pas? L'intérêt finalement de Maduro, c'est au contraire qu'elle participe. Ah mais évidemment, et d'une manière assez perverse, il faut le dire, il a avancé l'élection parce qu'il sait que l'opposition en ce moment est en difficulté à les diviser. C'est pas un enfant de cœur non plus. On s'imagine que c'est quelqu'un qui veut empêcher ses opposants de participer. Il ne demande que ça là, en ce moment. Au contraire, il en a besoin parce que précisément, c'est le moment. Il ne souhaite pas du tout que ça se passe dans la rue. Tout à fait. Merci beaucoup. De rien. C'était, comme je le souhaitais, un autre son de cloche. Alors on réabordera certainement très bientôt la question du Venezuela. Je le dis à tous les socios qui nous regardent, le mur des socios est là pour que vous nous fassiez vos commentaires, vos remarques, des précisions supplémentaires. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre émission, un autre sujet qui fâche. Au revoir.